Allez, nous sommes au mois de juillet, on a donc passé un semestre, c'est donc l'occasion de faire un point marché sur les taux. Avec nous aujourd'hui, Akram Garbi, responsable des gestions high yield et convertibles au Crédit Mutuel Asset Management. Akram, vous revenez en plateau. La dernière fois que vous êtes venu, c'était en 2020. Petite question un peu provoque pour commencer. C'est plus agréable de faire votre job aujourd'hui qu'en 2020, à l'époque où les taux étaient nuls? Clairement, c'est plus sympa aujourd'hui pour les gérants et puis c'est mieux pour les clients aussi parce que ça leur donne un tout petit peu de rendement parce que les taux négatifs, c'était un non-sens à mon avis. Alors la classe d'actifs obligataires revient effectivement en forme. On l'a vu le mois dernier lorsqu'on a regardé les collectes chez Selensia où les fonds de taux avaient une place très importante. Bilan du premier semestre 2026 sur les taux. Le fait majeur, c'est quoi ? Le fait majeur, je dirais, c'est qu'il y avait beaucoup de volatilité par rapport à ce qui s'est passé au Moyen-Orient, le conflit avec l'Iran. Donc, il y a beaucoup de tensions sur la courbe des taux. Il y a un tout petit peu de tension sur les primes de risque, ce qu'on appelle les spreads. Mais au final, le premier semestre, ça se passe bien. Les performances sont positives grâce à l'effet portage. Et puis, je pense que, voilà, en termes de flux, il y a beaucoup de flux qui viennent vers la classe d'actifs, notamment sur le crédit. Et ça soutient la classe d'actifs, c'est assez positif. Alors, on va regarder dans le détail ce qui s'est passé sur les différents éléments. On va être très honnête, il y a quand même eu deux parties dans le semestre. Il y a eu jusqu'à l'invasion, jusqu'à l'attaque de l'Iran et après. Et puis, il y a eu un autre événement, c'est au niveau de la Fed, avec le changement de patron de la Fed et le départ de Jérôme Powell. Jérôme Powell qui finalement aura résisté jusqu'au bout en ne bougeant pas les taux. Oui, il était parfaitement dans son rôle, c'est-à-dire que lui, son rôle, c'est de juger de la situation de l'inflation aux États-Unis et puis de gérer la politique monétaire. Je précise, il n'est pas parti, il est toujours à la Fed, mais il est plus chairman de la Fed, c'est Kevin Warsh qui le remplace. Donc effectivement, au départ, le marché se posait beaucoup de questions par rapport à ça, mais Kevin Warsh, c'est un choix qui semble pertinent. Pour rassurer les marchés sur les politiques monétaires aux États-Unis, etc., sur l'indépendance de la Fed, parce que c'était un gros sujet qui se posait en fin d'année, et avec l'emprise de Trump, etc. Donc c'est quelque chose de positif. Plutôt. La Fed n'a pas bougé, la BCE, elle, a bougé, avec un relèvement des taux. Ils ont exagéré ou pas ? Oui, clairement. Oui. Ils ont exagéré pour je dirais... Pour la simple raison, c'est que ce qu'on a connu, pourquoi ils ont relevé les taux, parce que les prix de pétrole, ils ont monté, enfin les prix de matières premières, ils ont monté post-guerre en Iran. C'est clairement un choc d'offres. La Banque d'Angleterre n'a pas réagi, la Fed n'a pas réagi. Pourtant, il y a plus de pression inflationniste aux États-Unis qu'en Europe. Donc, ils ont un peu réagi, ils ont réagi rapidement parce qu'ils sont un tout petit peu, je dirais, traumatisés par ce qui s'est passé en 2022 avec l'invasion de l'Ukraine. Mais clairement, c'est un choc d'offres. Un choc d'offres, on lutte pas contre un choc d'offres avec une hausse des taux d'intérêt parce que c'est pas un choc de demande. Ils peuvent monter 10 fois les taux d'intérêt. Si les États-Unis ne sont pas mis d'accord avec l'Iran pour arrêter cette guerre-là, ça sert strictement à rien. Alors, on a vu les chiffres qui sont passés sur les États-Unis et sur l'Europe, sur ce qui vous intéresse souvent, les gérants obligataires, c'est-à-dire la pente, c'est-à-dire l'écart de taux entre les taux longs, on va dire le 10 ans et le taux court. On dit quoi ? On dit taux court désormais, on revient dans la norme. Taux court, c'est plutôt influencé par les banques centrales et taux long plutôt par les tendances de marché ? Oui, clairement. La courbe des taux, il y a plusieurs points sur la courbe des taux. Il y a la partie courte, qui va de 6 mois à 2 ans. Et la partie courte, elle est plutôt influencée par les politiques des banques centrales, qui est elle-même impactée par la trajectoire d'inflation. Donc, quand il y a de l'inflation, les banques centrales vont relever leur taux court pour essayer de calmer un tout petit peu ces pressions inflationnistes. La partie longue, ça reflète autre chose. C'est plutôt ce qu'on appelle la croissance potentielle réelle de long terme. Ça reflète les perspectives d'inflation à long terme et puis ça intègre ce qu'on appelle la prime de terme, c'est-à-dire l'incertitude sur la trajectoire d'inflation à très long terme. Donc c'est deux parties complètement différentes. Aujourd'hui, on a eu plutôt un aplatissement de la courbe de taux. Là, ça se normalise. Donc, on a une repentification de la courbe des taux en Europe.
Alors, vos anticipations, on voit que donc la courbe qui était pentue, c'est quand même aplatie avec des anticipations sur les taux courts qui ont été beaucoup moins favorables. Second semestre, un crame, vous le voyez comment ? La courbe, elle va faire quoi ? Elle va reprendre de la pente. Elle va reprendre de la pente, à mon sens. Elle va se repentifier en Europe parce que le marché toujours anticipe encore une hausse des taux de la BCE, sachant qu'ils en ont déjà fait une. Donc, à mon sens, même si les membres de la BCE, on a vu Schnabel qui continue toujours à dire que il y a des pressions inflationnistes. Honnêtement, je vois pas où. Mais on a vu Molin qui nous a dit les derniers chiffres d'inflation sont plutôt une bonne nouvelle. Donc ça va nous donner des marges de manœuvre. Oui, je pense que ces propos sont honnêtement plus cohérents que ceux de Schnabel. Clairement, il n'y a pas de pression inflationniste en Europe. Les prix de matières premières baissent. Juste, je rappelle que la BCE, dans ses projections d'inflation pour 2026, il projette 3% d'inflation. Et sur ces 3%, ils prennent comme hypothèse centrale un prix de baril à $92. Aujourd'hui, on est à $70. Et pour 2027, ils prennent un prix de baril à $82. Je pense qu'ils doivent revoir leur projection d'inflation. Et puis ça, c'est positif. Donc ça va repentifier la courbe des taux parce que le marché va potentiellement sortir l'hypothèse de hausse des taux de la BCE. Et aux États-Unis, aussi, le marché commence à intégrer une Fed qui va monter ses taux. Alors que début d'année, il anticipait une baisse de 100 points de base. Donc, aussi aux États-Unis, je pense qu'il y aura une repentification de la courbe des taux. Alors, repentification, vous êtes en train de me dire que le bas va baisser. Si vous me dites repentification, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne croyez pas à la capacité des taux longs à baisser ? Honnêtement, aujourd'hui, c'est difficile de voir les taux longs baisser. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup d'incertitudes sur la trajectoire d'endettement des pays et c'est difficile de voir comment les taux longs peuvent baisser, sauf choc du marché, ce qu'on appelle dans le jargon un peu un marché en risk-off, et donc qui va faire baisser les taux. Aujourd'hui, c'est difficile d'anticiper cette hypothèse-là, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, les taux longs, c'est-à-dire 10 ans et au-delà. Alors, là, on est en train de parler de la courbe des taux. Quand on parle de la courbe des taux, on parle souvent du souverain, c'est-à-dire des emprunts de l'État. Vous êtes responsable de la gestion high yield. Vous nous avez utilisé tout à l'heure le terme de spread. Donc ça, c'est quand on rentre dans le monde de l'entreprise, du corporate et dans l'univers du high yield. Où ils en sont les spreads aujourd'hui ? Alors les spreads sont bas aujourd'hui. Ils sont historiquement bas et c'est vrai partout en Europe, aux États-Unis, dans les pays émergents. Tout simplement, les spreads, ça reflète quoi ? Les spreads, ça reflète l'anticipation du cycle macroéconomique. En fait, un spread, ça reflète une anticipation du cycle qui va impacter ce qu'on appelle les taux de défaillance des entreprises. Donc, si le marché n'anticipe pas de récession, ce qui est le cas aujourd'hui, je rappelle aux États-Unis, on s'attend à une croissance nominale de 6% à peu près cette année. En Europe, on sera entre 2,5 et 3. Donc, en fait, le marché s'attend pas à une inflexion du cycle macro. Et donc, il se dit, le taux de défaillance va rester faible et donc les spreads vont rester bas. Qu'est-ce qu'on fait ? Les spreads réquiqués, c'est intéressant d'investir encore sur les corporates ou pas ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré que les spreads soient bas, si je prends le cas du crédit américain, l'investment grade US, les spreads sont au plus bas depuis 20 ans. Et la composante spread, c'est-à-dire prime de risque, ne représente que 17% du portage global de la classe d'actifs. Donc l'essentiel du rendement sur l'investment grade américain vient de la partie taux. Et malgré ça, donc on est sur des niveaux historiquement bas de spread, malgré ça, les flux vers la classe d'actifs n'ont jamais été aussi importants, puisqu'on est sur des flux rentrants à peu près de 90 milliards depuis le début d'année, ce qui représente 5% des actifs. C'est beaucoup. Très rapidement, je voudrais qu'on regarde un peu les thématiques. J'ai le souvenir en 2022 d'avoir animé devant des investisseurs chez vous le lancement d'un produit qui s'appelait La Française Crédit Innovation. Il devient quoi ? Il continue sa vie, il va bien. Donc, on a réussi à collecter, ça attire de l'intérêt. La logique, c'est quoi ? La logique, tout simplement, c'est de cibler les entreprises, les bonnes entreprises à yield qui sont positionnées sur des thématiques de tendance de long terme,
type transition énergétique, tout ce qui est technologie, tout ce qui est démographie, souveraineté. Et donc l'objectif, c'est de délivrer entre 4 et 5% de performance annualisée sur la période d'investissement qui est recommandée. Objectif qui est tenu depuis le lancement du fonds. Et donc c'est une stratégie qui sort un peu des sentiers battus de l'univers du crédit, que ce soit AID ou Investment Grade. C'est une proposition qui est complètement innovante et qui fait beaucoup de sens dans le contexte actuel. Akram, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, un homme dans l'actualité.